Bienvenue à vous tous pour cette nouvelle conférence organisée par notre association Chercheurs toujours en partenariat avec l'Association française pour l'avancement de la science, l'AFAS. Permettez-moi, avant de commencer, juste de vous informer de nos prochaines conférences programmées dans ces mêmes locaux, c'est-à-dire ici à l'Institut Curie. Ainsi, le jeudi 12 juin, dans le cadre de notre AG annuel, M. Victor Appey, directeur de recherche INSERM à Bordeaux, nous parlera des causes et conséquences de l'immunosénescence chez l'homme. Deux autres conférences sont prévues pour cet automne. Le 2 octobre, jeudi 2 octobre, l'Exposome Environnement et Santé avec Robert Barouki, directeur de recherche INSERM. Et mardi 4 novembre, Histoire de l'eau ou l'eau dans l'univers, le titre n'est pas encore précisé, avec Johan Keegan, directeur de recherche à Poitiers, et Nathalie Carvel-Venn-Leitner, c'est bien ça, hein, Marie-Françoise, directrice de recherche au CNRS. Voilà. Mais revenons au sujet d'aujourd'hui, dont le titre est les micro-ARN et avec des maxifonctions. C'est une découverte majeure dans le domaine de la régulation de l'expression des gènes, les micro-ARN, petits ARN non codants, qui interviennent dans la plupart des processus biologiques. Longtemps, on a cru d'ailleurs que l'activité de ces gènes était contrôlée au moment de la transcription, mais on sait actuellement que c'est faux et que c'est ces petits ARN qui ont un rôle très important. Leur rôle est d'inhiber la traduction en induisant la dégradation de leur ARN messager correspondant. Ce sont deux biologistes américains, Victor Ambrose et Gary Ruvkun, qui ont obtenu le Nobel de médecine pour l'identification de cette voie de contrôle de l'activité des gènes par ces petits ARN. Et ces processus sont impliqués dans l'évolution, le développement des organismes vivants et en cas de dysfonctionnement dans certaines maladies, comme le cancer. Ces petits ARN contrôlent des fonctions essentielles du vivant par divers mécanismes dont on parlera, Annick en parlera tout à l'heure au cours de cette conférence. Leur découverte a conduit très rapidement à l'émergence d'une nouvelle classe de médicaments dont l'usage reste actuellement encore limité principalement aux maladies hépatiques. Néanmoins, d'autres pistes sont à l'étude pour élargir leur champ d'application, étude dont on parlera dans la seconde partie de cette conférence avec Claude. Pour nous éclairer sur la complexité de ce sujet, je tiens à remercier vivement nos collègues et amis ici présents, spécialistes dans ce domaine. Il s'agit d'Annick Harel-Bellan, directrice de recherche honoraire au CNRS, et de Claude Monneret, notre président de l'association Chercheurs toujours, directeur de recherche honoraire au CNRS et ancien président de l'Académie nationale de pharmacie. Pour un bon déroulement de la conférence, nous vous proposons, comme toujours, un court arrêt pour des questions relatives à la première intervention et vous conseillons de laisser les questions générales pour une discussion plus importante à la fin. En vous souhaitant une excellente conférence, je donne la parole à Annick. Je ne sais pas, c'est moi qui suis électrique, là. Ben, merci, Rodica, pour cette introduction. En fait, d'ailleurs, tu as pratiquement tout dit. Je vais peut-être skipper la conférence et on va passer à la suivante. Parce que...
Alors, petits ARN, grande fonction. Donc, je vais essayer d'être le plus didactique possible, parce qu'évidemment, il y a des gens un peu dans tous les domaines ici. S'il y a des choses que vous ne comprenez pas, ou... n'hésitez pas à m'interrompre, hein, j'essaierai de répondre comme je pourrai. Alors, de manière générale, oui, passer le pointeur. T'es parti avec le pointeur, Andika ou... À mettre sur la table. Non, non, je l'ai. Ou alors en dessous. En dessous. Ah, d'accord. Alors, pendant longtemps, en tout cas, les gènes ont été tenus pour responsables du fonctionnement et des dysfonctionnements du vivant. Alors, par gène, on entend des, parce que là, il y a une question de sémantique dans laquelle on ne va pas rentrer, mais enfin, disons, on entend la plupart du temps une séquence d'ADN qui porte l'information, donc on appelle ça le code, pour la fabrication d'une protéine. Et les protéines, eh bien, ce sont elles qui font tout dans les cellules. C'est elles qui fabriquent l'énergie, qui fabriquent la reproduction, etc. Alors, comment ça marche? Petit rappel, on a donc des cellules qui ont un noyau et un cytoplasme. Le cytoplasme, c'est ce qu'il y a autour du noyau. Dans le noyau, il y a ce fameux ADN, avec ces fameuses séquences. Ces séquences, qui portent donc l'information pour fabriquer la protéine, elles sont d'abord ce qu'on appelle transcrites. Donc, disons, ce n'est pas vraiment d'un langage dans un autre, parce que le langage est très proche, mais enfin, disons pour simplifier, d'un langage dans un autre, en une autre molécule qui s'appelle l'ARN messager. Donc cet ARN messager, en fait, il porte exactement la même information que sa séquence d'origine. Alors les choses sont quand même un tout petit peu plus compliquées que ça. Pourquoi il s'en va, lui? Parce que, en fait, l'ARN messager, il est fabriqué avec à l'intérieur des séquences qui codent pour rien et qui doivent être enlevées, qu'on appelle des introns. Donc c'est ce qu'on appelle l'épissage. Et à la fin, on a donc cet ARN messager qui porte l'information, on appelle le mRNA épissé. Cet ARN messager, pourquoi il s'appelle messager? Parce qu'il va en fait porter le message dans le cytoplasme. Et dans le cytoplasme, il y a la machinerie de fabrication des protéines, on appelle les ribosomes, qui vont en fait lire... Mais qu'est-ce qu'il me fait, lui? Non? Ah, pardon. Mais c'est pas vrai. Alors, on va avancer encore un peu, si c'est possible. Voilà. Et qui va donc lire l'information. Donc, ces ribosomes vont lire l'information et fabriquer ces fameuses protéines. Et chaque protéine a une fonction différente. Donc, pendant très longtemps, on a pensé que c'était ça qui faisait tout le fonctionnement du vivant. Mais ces gènes qui codent pour une protéine, est-ce qu'ils sont vraiment responsables de tout le fonctionnement du vivant? Alors, il y avait déjà beaucoup d'éléments qui suggéraient que quand même, il y a peut-être un degré de complexité plus grand qu'on le pensait. En particulier, une constatation qui est que la complexité des organismes n'est pas du tout corrélée avec le nombre de gènes. Donc, vous voyez par exemple que la bactérie, elle a 4300 gènes, elle a un tout petit génome. Donc ça, on appelle des paires de bases, peu importe le truc, mais vous voyez que c'est tout petit. Alors que l'homme qui a un génome 600 fois plus important, finalement, il n'a que 6 fois plus de gènes. Et puis si on va comparer maintenant... Ah, mais pourquoi? Le ver, c'est élégance, donc c'est un ver qui vit dans l'eau. Donc là, je vous ai mis en grand, mais en réalité, c'est un tout petit être minuscule. Hein. Eh bien, ce ver, il a 19 000 gènes, alors que l'homme en a 24 000. Donc vous voyez une complexité complètement différente et un nombre de gènes finalement assez équivalent. Par contre, la complexité, finalement, elle est inversement proportionnelle avec la proportion de séquences codantes.
où elle est proportionnelle à la proportion de séquences non codantes. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que chez l'homme, par exemple, 97% du génome est non codant, ce qui veut dire qu'il ne porte pas d'informations pour fabriquer une protéine. Donc la partie qui porte ces informations, elle est toute petite. Si l'ADN, c'est cette grosse pelote de laine-là, eh bien la partie qui porte les informations, c'est juste cette partie-là qui va aboutir à la fabrication de la protéine. Alors, malgré cette importance quantitative, pendant très longtemps, on a pensé que le génome non codant, en fait, c'était de l'ADN poubelle, de l'ADN détritus. On appelait ça le junk DNA en anglais. Alors, on savait quand même qu'il y avait une petite partie des séquences non codantes qui codaient pour des petits ARN ou grands ARN de taille variée, qui étaient en fait ce qu'on appelle des ARN de ménage, en anglais housekeeping. Alors ce sont des ARN qui sont exprimés absolument dans toutes les cellules, et qui sont absolument nécessaires à la vie, et qui font partie de processus dits constitutifs, et en particulier l'expression des gènes. Donc dans ce schéma-là, en fait, on a des ARN qui participent à toutes les étapes. Alors, on a des ARN non codants qui sont impliqués dans l'épissage. On a des ARN non codants qui sont impliqués dans la traduction, et en particulier, ces machineries de fabrication des protéines, là, les ribosomes, sont faits en grande partie de RNA, qu'on appelle les rRNA, RNA ribosomal. Et puis, c'est aussi un ARN, le tRNA, qui va finalement lire le code et qui va faire qu'un certain composant de la protéine spécifique va être introduit à cet endroit-là, en fonction de la lecture de ce code génétique, de cette séquence dite codante. Donc tout ça, c'était des ARN non codants qu'on connaît depuis très très longtemps. Mais finalement, ils avaient une fonction très, disons, pas très noble, de ménage. Voilà. Donc il y avait l'ADN qui était vraiment la chose importante, et puis les protéines, et puis entre les deux, l'ARN, bon, c'était du messager ou du ménage. Alors, qu'est-ce que c'est pourquoi est-ce qu'on parle de petits ARN et de grands ARN? Donc, il y a le composant de base de l'ARN, c'est un nucléotide. On ne va pas rentrer dans sa composition chimique. Mais donc, on va parler de la taille des ARN en termes de nucléotides. Donc, les ARN codants, ils vont de plusieurs centaines de nucléotides à plusieurs centaines de milliers de nucléotides, donc très très grands. Alors ça, c'est rare, je vous le dis tout de suite. Normalement, un ARN codant va faire à peu près 1000 à 2000 nucléotides. Disons, ça va être la taille à peu près moyenne. Par contre, les petits ARN non codants, dont on va parler maintenant, sont de l'ordre de la dizaine de nucléotides. Donc vous voyez une très très grande différence de taille. C'est pour ça qu'on les appelle aussi les micro-ARN, mais on va voir que c'est une famille particulière. Alors les micro-ARN, c'est une découverte qui est très intéressante pour moi. Donc la première démonstration, comme vous l'a dit Rodica, a été faite par un monsieur qui s'appelle Victor Ambros. Et Victor Ambros, il travaillait sur un ver qui n'intéressait absolument personne, ce ver C. elegans, qui n'a aucune application médicale, et donc dont tout le monde disait, mais pourquoi ces gens-là s'intéressent à cette bestiole complètement bizarre? Et lui, en plus, il s'intéressait au calendrier du développement de ce ver. Donc ce ver, il passe d'un stade larve 1 à larve 2 à larve 3 à certains moments, et il s'intéressait aux gènes qui régulent ça. Et donc ça, c'était au début des années 90. Je ne sais pas ce qu'il a, de temps en temps il est bloqué, et voilà. Alors qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait un crible génétique. Donc il s'intéressait à ces fameux gènes qui codent pour ces protéines. Et il y a plusieurs façons d'essayer de voir à quoi servent ces gènes, et donc à quoi servent les protéines qui sont produites par ces gènes. Et de manière générale, dans la biologie, pour savoir la fonction de quelque chose, on l'inactive, et puis ensuite on regarde l'effet sur le processus qui nous intéresse. Donc là, il avait choisi une méthode qui est en fait d'irradier
l'ADN de ces vers avec des ultraviolets, ce qui induit des mutations au hasard dans le génome qui vont donc être reproduites sur l'ARN messager et donc dans la protéine finale, et dans un certain nombre de cas, la protéine finale ne marchera plus, elle sera plus fonctionnelle, parce que sa composition aura changé. Et ils vont rechercher ensuite, identifier dans un crible biologique les vers qui ne passent plus dans le stade LARV2, LARV3 ou je ne sais quoi, et puis ils vont séquencer leur ADN pour rechercher les mutations qui ont été introduites. Et ils vont avoir comme ça toute une série de gènes et donc de protéines qui sont impliqués dans ce développement du ver. Alors qu'est-ce qu'ils ont sorti? Ils ont sorti un certain nombre de gènes, mais on va s'attarder, nous, sur deux. Le premier, ils l'ont appelé LIN28, alors c'était pour Lineage 28. Bon, il code pour une protéine, hein, c'est une protéine, c'est rien de très exceptionnel. Et puis ils ont sorti une autre séquence, LIN4. Alors LIN4, ils avaient beau chercher, ça ne code pas pour une protéine, il n'y a pas de séquence codante, il faut un certain nombre de conditions pour que ça soit codant, et elle n'était pas réunie. Alors LIN4, c'est quoi? C'est un long ARN, hein, plusieurs centaines de nucléotides, qui contrôle l'expression de LIN28. C'est-à-dire que quand LIN4 est exprimé, LIN28 ne l'est pas. Et il y a une courte séquence, une vingtaine de nucléotides qui présentent une homologie avec le RNA LIN28. Alors qu'est-ce que c'est qu'une homologie? Donc ça, ce que vous voyez là, c'est les nucléotides. Et les nucléotides, ils se reconnaissent par paires. Le A reconnaît le U et le G reconnaît le C. Donc quand ils sont ensemble, ils se lient ensemble. Donc cette courte séquence de LIN28, elle est capable de se lier à l'ARN cette courte séquence de LIN4, elle est capable de se lier à l'ARN de LIN28. Et ils avaient montré l'existence de cette petite séquence dans le ver. Et la liaison de cette petite séquence avec l'ARN de LIN28 empêche l'expression de la protéine. Donc ça, c'était dans les débuts des années 90. Alors ce que vous remarquerez, c'est que, ou pas, mais je vais vous insister dessus, là, on a une homologie complète dans cette partie-là. Ensuite, on a une boucle, ce qu'on appelle une boucle, puisque là, ce n'est pas homologue du tout. Et puis ensuite, on a une séquence qui suit d'une homologie imparfaite. Et en fait, ça, c'est le type, l'interaction type entre un micro-ARN et sa séquence cible. Alors ça s'était arrêté là, et puis quelques années plus tard, à la fin des années 90, Andrew Fire et Craig Mello, donc tous ces gens-là ont le prix Nobel, hein, ont clarifié le fonctionnement de ce qu'ils ont appelé, eux, l'ARN interférence. Alors ça, c'est aussi une découverte intéressante parce qu'elle a été faite de manière tout à fait par hasard, en fait. Eux aussi s'intéressaient au Vercé elegans et eux aussi s'intéressaient au développement. Mais ils avaient choisi une autre méthode pour étudier la fonction des protéines qui étaient impliquées dans le développement. En fait, ils avaient choisi d'exprimer un ARN antisens à l'ARN codant pour la protéine. Donc ce qu'on appelle un ARN antisens, c'est en fait un ARN qui est entièrement complémentaire de l'ARN sens. Donc c'était une technique qui marchait, et l'idée qu'on en avait, c'était que l'ARN antisens se liait à l'ARN sens et bloquait, l'empêchait d'être traduit par le système de traduction, et donc empêchait la synthèse de la protéine. Puis ils ont eu l'idée de faire des contrôles. Alors ils avaient fait des contrôles, ils exprimaient le sens. Et là, il n'y avait pas d'inhibition de la protéine, hein, ça c'est un peu logique, il y avait même plutôt surexpression. Puis ils se sont dit, tiens, on va faire un contrôle, on va mettre le double brin. Donc on va exprimer le sens et l'antisens tous les deux. Normalement, on doit aussi avoir une inhibition. Enfin, on devrait avoir une expression plutôt. Hein, puisque on n'a pas, ce double brin-là ne va pas aller se coller à l'ARN messager dans la cellule. Eh bien non. À leur grande surprise, ils ont eu une très forte inhibition. Même plus forte que quand ils mettaient l'antisens. Donc ils ont essayé de comprendre, et en fait, ils se sont rendus compte que ce système-là fonctionnait parce qu'il était justement double brin. Et comment ça marche?
Donc c'est ce mécanisme qu'ils ont mis en évidence. Ils ont mis en évidence les protéines impliquées dedans. Ils ont appelé ça l'ARN interférence. Et donc comment ça marche? Donc on a fabrication de cet ARN double brin, par la RNA polymérase 2, peu importe. Cet ARN double brin, il va être découpé par une protéine qui s'appelle Dicer. Nucléase qui s'appelle Dicer. Et Dicer, elle fabrique des petites séquences entre 20 et 30 nucléotides qui ont la particularité de dépasser des deux côtés, mais ça on s'en fiche, qu'ils ont appelé les siRNA pour Short Interfering RNA ou RNA, court RNA interférent. Ces courts RNA interférents, ces siRNA, ils recrutent eux-mêmes des protéines. C'est un grand complexe dans lequel il y a une protéine importante qui est la protéine argonaute, Argo de son petit nom, peu importe. Mais en tout cas, une fois que les protéines sont recrutées, le brin qui n'est pas utile va être enlevé. Il va rester simplement un simple brin. Et ce simple brin va guider le complexe de protéines vers l'ARN cible, dont il est complètement complémentaire pour le coup, puisqu'on a fabriqué le double brin. Et le résultat des courses va être la dégradation de l'ARN cible. Et la protéine ne sera pas exprimée, comme vous l'a dit Rodica. En fait, ce système utilise dans la cellule un système endogène, propre à la cellule, qui est celui des micro-ARN. Les micro-ARN sont fabriqués donc dans cet ARN non codant, soit intergénique, soit ailleurs, sous forme de grands précurseurs qui sont découpés par une nucléase qui s'appelle Drosha, dans ce qu'on appelle le précurseur du micro-ARN, qui est une forme de tige-boucle. Donc là, le petit ARN, il est là en rouge, et tout le reste, ça ne sert à rien dans le système. Donc ces tige-boucles sont découpées, sont prises en charge par Dicer, découpées en petits doubles brins, qui sont ensuite pris en charge par l'autre complexe. Le brin, un seul brin reste dans le complexe, c'est le brin actif, donc le brin du micro-ARN. Et là, il va se passer différentes choses selon les espèces et selon les situations. Le petit ARN, donc le micro-ARN cette fois-ci, va guider le complexe vers un ARN cible. S'il est complètement complémentaire, et c'est pratiquement, ça n'existe pas par exemple chez les mammifères, par contre il y a certaines espèces où il y a effectivement des petits ARN complètement complémentaires, à ce moment-là, il va se passer la même chose qu'avec ces siRNA introduits artificiellement, c'est-à-dire que la protéine argonaute ici va cliver l'ARN cible et il sera détruit. Dans la plupart des cas, et en tout cas c'est le cas chez les mammifères et chez l'homme notamment, eh bien, l'homologie entre le petit ARN et sa cible n'est pas complète. Donc elle reproduit exactement celle de ligne 4 et ligne 28, mis en évidence pour la première fois par Victor Ambros. On a donc une partie très, très homologue, une boucle, et puis une partie plus ou moins homologue. Dans ce cas-là, on n'a pas clivage de l'ARN cible, mais on a inhibition de la traduction par différents mécanismes. On ne va pas rentrer dans ces détails-là. Ce n'est pas le lieu. Voilà. Donc, à ce système, il faut quand même rajouter ces petits ARN régulateurs qui vont bloquer l'expression des protéines. Alors, petits ARN, grande fonction. Alors, c'est quoi leur fonction? Alors, c'est un système important, comme l'a dit Rodica, et on a beaucoup d'éléments pour dire que c'est un système important. Alors, un des éléments, par exemple, c'est de dire que c'est un système universel. En fait, les micro-ARN qui ont été découverts pour la première fois chez C. elegans sont présents dans tous les organismes vivants, des plantes aux mammifères, y compris les virus, à l'exception de la levure Saccharomyces cerevisiae. Mais c'est vraiment un cas particulier. C'est aussi un système conservé. C'est-à-dire que certains micro-ARN sont très conservés, et par exemple, on a plus de 70 micro-ARN qui sont absolument identiques entre le poisson zèbre et l'homme. Donc vous voyez un petit peu la distance évolutive qu'il y a
entre le poisson zèbre et l'homme. Et c'est aussi un système redondant. Il y a plusieurs isoformes pour la plupart des micro-ARN, donc on parle de famille de micro-ARN. Et souvent, on a même, au sein d'un même génome, plusieurs exemplaires du même micro-ARN, exactement la même séquence. Donc, un système qui est universel, conservé, redondant, ça ne peut pas être un système qui n'a aucune fonction, évidemment. Alors, on sait déjà qu'il y a une fonction des micro-ARN pendant le développement, puisque c'est là qu'ils ont été découverts dans le Verset Elegans. Mais ils sont aussi essentiels pour le développement des organismes supérieurs. Et par exemple, chez la souris, donc il y a un seul gène qui code pour cette protéine, Dicer, donc on peut l'inactiver, bloquer ce gène, et quand on le bloque, donc Dicer, c'est cette enzyme qui prépare le micro-ARN, qui fabrique le micro-ARN, et bien quand on le bloque, donc ici vous avez un embryon de souris normale avec là les cellules souches qui vont donner l'embryon, et bien vous voyez que quand on bloque l'expression de Dicer, eh bien, il n'y a absolument aucune cellule souche, pas d'embryon. Donc c'est ce qu'on appelle embryonique létal. Donc le système est important pendant le développement. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe chez l'adulte ? Eh bien, chez l'adulte, les micro-ARN participent à la régulation de tous les phénomènes non constitutifs. Donc tout ce qui est régulé va être régulé aussi par des micro-ARN. Et notamment la prolifération, la différenciation et la mort des cellules. Alors, je vais vous donner un exemple donc, sur lequel nous, on a beaucoup travaillé, qui est donc la différenciation musculaire. Donc, on ne va pas rentrer dans les détails, mais juste pour que vous compreniez la suite. Donc, on a des cellules souches qui vont se différencier en cellules myoblastiques. Donc, ces cellules-là, elles sont prédisposées à devenir des cellules musculaires. Et puis, à un moment, donc ces cellules prolifèrent. Et à un moment, elles s'arrêtent de proliférer et elles fusionnent. Donc, vous voyez, c'est des cellules qui ont plusieurs noyaux, grandes cellules qui ont plusieurs noyaux qu'on appelle des myotubes. Et ce sont ces myotubes qui vont ensuite donner les myofibres et former du muscle. Donc ça s'accompagne de l'expression de protéines spécifiques du muscle. C'est régulé par des facteurs de transcription, car si quand même l'expression des gènes est régulée au niveau de la transcription, ce n'est pas qu'elle n'est pas régulée au niveau de la transcription. Bien sûr qu'elle est régulée au niveau de la fabrication des ARN. Mais ce n'est pas le seul niveau. Donc on a des facteurs de transcription qui sont spécifiques de ces différentes étapes, et ces facteurs de transcription sont eux-mêmes régulés par d'autres facteurs de transcription, donc c'est un système assez complexe. Alors l'avantage de ce système, c'est qu'on a des cellules que l'on peut différencier dans des flacons, in vitro, hors de l'animal. Donc ça, c'est un exemple. Donc là, vous voyez une population de cellules non différenciées. Ce qui est en bleu, c'est le noyau de ces cellules, vous voyez. Et là, eh bien, vous avez ces myotubes. Donc ces cellules ont fusionné en grandes cellules à plusieurs noyaux et qui expriment cette protéine spécifique du muscle, qui est le marqueur là, MHC, qui est en vert là. Donc c'est une différenciation qu'on sait faire in vitro. Donc ça, c'est très pratique, évidemment, pour analyser pas mal de phénomènes. Donc si on regarde les micro-ARN, eh bien, on voit que plusieurs dizaines de micro-ARN sont exprimés, commencent à être exprimés au cours de la différenciation. Ils ne sont pas exprimés avant, mais ils commencent à être exprimés au cours de la différenciation. Parmi ceux-là, il y en a un qui nous a intéressés, qui est ce micro-ARN-là. Alors, quelle est la nomenclature des micro-ARN ? C'est MIR pour Myrna, et puis un numéro. À part l'IN4, qui effectivement était le premier à être découvert, et donc qui s'appelle toujours l'IN4. On ne va pas rentrer dans les détails. Ok. Très bien. Donc on a des micro-ARN qui montent au cours de ce processus de différenciation. Maintenant, quelle est leur fonction ? Alors, pour étudier la fonction, c'est comme je l'ai dit, on va inactiver l'objet d'intérêt, et puis on va voir si cette fonction a toujours lieu. Alors on peut faire ça chez l'animal,
en délétant les séquences qui portent l'information des micro-ARN. Mais comme je vous l'ai dit, c'est un système redondant, et en particulier, par exemple, pour ce MIR181, eh bien, il y a 3 isoformes, A, B et C. C n'est pas représenté là. Et même pour A et B, vous voyez qu'il y a 2 exemplaires dans le génome de ces 2 micro-ARN. Donc il faut inactiver tout ça. Il faut faire 3 inactivations, ce qui est très compliqué. Alors par contre, dans les cellules, on a un système qui est plus facile, puisqu'on a ce micro-ARN double brin qui va être incorporé dans RISC. Eh bien, il va suffire de remplacer le brin complémentaire du micro-ARN par un brin qui va être complètement homologue et qui va avoir une modification chimique sur laquelle peut-être Claude reviendra tout à l'heure, je ne sais pas, qui s'appelle le LNA, lock nucleic acid, peu importe, mais en tout cas cette modification chimique fait que l'interaction entre les 2 brins est très très forte. Ils sont pratiquement inséparables dans les conditions de la cellule. Et donc, on va inhiber l'incorporation de ce produit dans RISC et inhiber la fonction du micro-ARN. Alors, quel effet est-ce que ça a sur la différenciation des cellules? Donc, si on met une séquence contrôle, un LNA contrôle, on a une différenciation tout à fait normale. Donc, on a à nouveau ces myotubes qui sont marqués cette fois-ci en rouge par le MHC. Par contre, si on met le LNA contre MIR181, donc là, celui-là, il couvre toute la famille, eh bien, vous voyez qu'on n'a pratiquement plus de différenciation. On peut vérifier ça aussi par l'expression de ces marqueurs musculaires, le MCK par exemple, vous voyez qu'il est pratiquement plus exprimé en présence du LNA. Alors, chose curieuse, on voit aussi disparaître le micro-ARN, mais ça, bon, on ne va pas rentrer dans les détails de pourquoi. Donc, on a des micro-ARN qui ont des fonctions importantes. Quand on les inhibe, rien ne marche plus. Mais comment est-ce qu'ils marchent? Qu'est-ce qu'ils font exactement dans la cellule? Pour répondre à cette question, il faut identifier leur cible. Alors, il y a environ 2600 micro-ARN chez l'homme pour 21 000 gènes codant pour une protéine, à peu près. Le problème, évidemment, c'est que l'homologie entre le micro-ARN et sa cible n'est pas complète. Ça serait complet, bon, on rechercherait une trentaine de nucléotides complètement complémentaires, ça, c'est pas très compliqué. La chance qu'il y en ait plusieurs au hasard, est faible. Mais c'est plus compliqué que ça, puisqu'on a uniquement une partie de la séquence qui est complètement, qu'on peut reconnaître, qui est complètement complémentaire, puis cette boucle, puis cette séquence plus ou moins complémentaire. Alors évidemment, les informaticiens se sont penchés sur le problème et ils ont créé un certain nombre de programmes informatiques qui permettent de prédire les cibles d'un micro-ARN. Donc par exemple ici, c'est pour MIR181. Donc vous voyez qu'il y a déjà toute une série de cibles, donc de RNA potentiellement ciblés par ce micro-ARN, qui sont prédites par ce logiciel. Alors la prédiction, c'est une chose, mais évidemment, après, il faut être sûr de ce qu'on fait et de ce qu'on dit. Donc il faut valider la cible. C'est-à-dire, bon, le programme m'a dit que cette cible-là pouvait être. Maintenant, il va falloir que je vérifie que dans ma cellule, c'est bien la cible. Alors il y a plusieurs méthodes pour faire ça. Nous, ce qu'on a pas mal utilisé, c'est une méthode qui est en fait biochimique, qui consiste en fait à identifier, à retenir les RNA messagers ciblés par un micro-ARN. Alors comment on fait ça? On ajoute au micro-ARN qui est là une molécule qu'on appelle la biotine. Donc c'est une petite molécule, elle ne gêne pas du tout l'interaction, tout va bien. Mais elle a la particularité d'être reconnue avec une très très forte affinité par une protéine qui s'appelle la streptavidine. Donc le couple streptavidine-biotine est très fort. Donc on peut mettre la streptavidine sur des billes, on met le mRNA en présence des ARN, où on fait rentrer dans la cellule, encore mieux, le petit micro-ARN biotinylé, puis on passe tout ça, ce mélange d'ARN, sur ces billes avec la streptavidine, et on retient essentiellement les cibles vraies, physiques cette fois-ci, du micro-ARN.
Alors, ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut retenir de ça, c'est que la régulation de la traduction par les micro-ARN est un système très complexe. Donc, quand on analyse les cibles, et les cibles cette fois-ci validées, eh bien, on montre que les micro-ARN ont de multiples cibles, c'est-à-dire chaque micro-ARN cible plusieurs gènes, plusieurs ARN messagers, et à l'inverse, les RNA messagers qui sont régulés sont ciblés par de multiples mRNA. Donc c'est un système de régulation très fin et très complexe. Donc si on revient à notre histoire de MIR181 et de différenciation musculaire, en fait, on a montré que le micro-ARN MIR181 ciblait cette protéine-là, et donc un facteur de transcription de la famille OX, qui inhibe la synthèse des facteurs de transcription qui induisent la différenciation. Donc, en inhibant l'inhibiteur, eh bien, le micro-ARN pousse dans la voie de la différenciation. Et si on inhibe le micro-ARN, eh bien, l'inhibiteur est toujours là et la différenciation ne peut pas se faire. Alors, 2 mots, mais je ne vais pas m'étaler beaucoup sur les micro-ARN, les siARN et la médecine. Donc, chez l'adulte, les micro-ARN participent à la régulation de tous les phénomènes non constitutifs, mais particulièrement la prolifération, la différenciation et la mort des cellules. Donc, ce sont des marqueurs et ou des cibles potentielles dans de nombreuses maladies, et notamment le cancer. Par exemple, MIR181 pourrait être ciblé pour empêcher une différenciation, par exemple. Par ailleurs, les siRNA, mais là je ne vais vraiment pas m'étaler dessus, sont des outils thérapeutiques pour inhiber l'expression de protéines nocives. Je pense que Claude va en parler longuement. Je vais juste donner un petit exemple de la puissance de ce système. Donc là, on parle de ces siRNA qui sont complètement complémentaires de leur cible et qui induisent la dégradation de l'ARN messager cible. Alors, il y a une protéine dans le cancer qui est une protéine assez importante parce qu'elle est mutée dans beaucoup de cancers, c'est la P53. La P53, donc il y a des mutations qui reviennent très souvent, dont celle-là. On peut fabriquer, synthétiser, des siRNA qui vont reconnaître la protéine sauvage, la protéine mutée, ou un contrôle, évidemment, de séquences non relevantes. Eh bien, si on place bien la différence de séquence entre les deux, on aboutit à des siARN qui vont reconnaître la forme sauvage ou la forme mutée. C'est-à-dire que le siARN dirigé contre la forme sauvage inhibe très bien la forme sauvage et beaucoup moins la forme mutée. Et le siARN dirigé contre la forme mutée inhibe très bien la forme mutée, mais beaucoup moins la forme sauvage. Donc on va pouvoir discriminer entre un mutant qui est nocif dans la cellule cancéreuse et le sauvage qui est dans toutes les autres cellules de l'organisme et qu'on ne veut surtout pas toucher parce que c'est une protéine très importante justement pour la surveillance du cancer. Alors, ça, c'était le monde déjà assez complexe des micro-ARN. Mais les micro-ARN ne sont pas du tout, et loin s'en faut, les seuls petits ARN. En fait, des petits ARN contrôlent également l'expression des gènes dans le noyau, c'est-à-dire au niveau de l'ADN. Et donc là, ils vont généralement bloquer la fabrication du RNA messager. Alors, ce n'est pas aussi direct que le système des micro-ARN. En général, c'est plutôt par des processus dits épigénétiques. Donc, je vous dis 2 mots de l'épigénétique pour que vous compreniez bien de quoi il s'agit, parce que je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est que l'épigénétique. Qu'est-ce que c'est que On va partir d'une constatation très simple. On a un organisme, donc ici c'est un embryon. Toutes les cellules de cet organisme ont le même génotype, mais ils ont des phénotypes différents. C'est-à-dire qu'on a des cellules de cerveau, on a des cellules de muscles, on a des cellules
de foie, on a des cellules d'intestin, etc., etc., etc. Donc des cellules qui sont toutes totalement différentes, mais qui ont le même matériel génétique, ils ont les mêmes gènes. Les 3% codants sont absolument identiques, et tout le reste aussi, les 97% aussi. Alors, comment est-ce que c'est possible une chose pareille? Comment peuvent-elles être si différentes? Eh bien, il ne suffit pas d'avoir un gène, il faut encore qu'il puisse être actif. Et tout ça, en fait, cette possibilité d'être actif ou pas actif, se fait par des moyens mécaniques, bêtement mécaniques. Dans un noyau de cellules humaines, par exemple, qui fait 10 microns de diamètre, c'est-à-dire 10 millionièmes de mètre, il y a 2 mètres d'ADN. Donc vous pensez bien que 2 mètres d'ADN, s'ils étaient complètement étendus, ils ne pourraient pas rentrer dans ce noyau. Alors qu'est-ce qui se passe? En fait, cet ADN, il est condensé. Alors il y a différents degrés de condensation, mais disons que le degré le plus évident, plus simple plutôt, c'est celui qu'on appelle les nucléosomes. Donc vous voyez, c'est une espèce de petite suite, de petites bobines. Et en fait, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est l'ADN qui s'entoure autour d'un groupe de protéines. Donc ça fait des espèces de petites bobines autour duquel s'entoure l'ADN. Puis ensuite, cette suite de bobines se replie sur elle-même, qui se replie sur elle-même, etc. Donc on a différents degrés de condensation. Ce qui se passe, c'est que donc tout ça, ça forme la chromatine. C'est ce qu'on appelle la chromatine, l'ADN plus les histones. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand l'ADN est très compacté, rien ne peut atteindre, quand la chromatine est très compactée, rien ne peut atteindre l'ADN, parce que l'ADN est au centre de ces bobines qui sont au centre de ces bobines. Et donc les gènes ne peuvent pas être actifs, ils sont inactifs. Par contre, la chromatine décompactée, quand c'est détendu, là, des protéines peuvent atteindre l'ADN et peuvent le transcrire, le traduire, enfin, pas le traduire, les répliquer, le réparer, enfin faire tout un tas de choses. Donc la chromatine décompactée, c'est actif, la chromatine compactée, inactif. Eh bien, la compaction de la chromatine est régulée, et c'est ce qu'on appelle l'épigénétique. Elle est régulée comment? Par des modifications chimiques de la chromatine, soit de l'ADN, l'ADN est méthylé, peu importe le nom de la modification, mais c'est une modification chimique, soit de ces protéines qui forment ces noyaux-là du nucléosome, qui peuvent elles aussi être méthylées, phosphorylées, etc. Différentes modifications. Et certaines modifications vont induire la compaction de la chromatine et d'autres vont induire la décompaction de la chromatine. Eh bien, les petits ARN participent à ces phénomènes de compaction et de décompaction. Par exemple, chez les plantes, la méthylation de l'ADN, elle est induite par des petits ARN. C'est les petits ARN qui vont décider quelle séquence va être compactée, va être méthylée et donc inactivée, et donc compactée et donc inactivée. Et donc, du coup, comme c'est compacté, il n'y aura pas d'ARN. Chez la levure, alors le système est un peu différent parce que les petits ARN contrôlent la méthylation d'un composant de la chromatine, donc qui est l'histone H3, qui est aussi une modification chimique qui induit la compaction et donc l'inactivation. Et là encore, ces séquences-là ne seront pas exprimées. Chez les mammifères, c'est un petit peu plus compliqué. Dans les cellules germinales, il y a des petits ARN qui, là aussi, vont contrôler la transcription des séquences répétées. Alors, c'est un système un peu différent des micro-ARN. Ils ont un autre nom, etc. Peu importe. Ils ne fonctionnent pas de la même manière. Dans les cellules somatiques, par contre, ce système-là n'a pas l'air d'exister. En tout cas, on ne l'a pas encore mis en évidence. En revanche, ce qu'on a montré, c'est qu'il y a des petits ARN qui contrôlent l'épissage des ARN messagers. Donc là, à nouveau, non pas l'expression vraiment de la protéine, mais quelle protéine va être exprimée, parce que suivant qu'un épissage va se faire entre ces deux exons-là ou entre cet exon-là et 3 exons plus loin, eh bien, on n'aura pas la même protéine, on n'aura pas la même fonction. Et donc, ces petits ARN vont contrôler ça, quel intron va être enlevé. Alors, petite chose aussi anecdotique, amusante. Chez la paramécie a un système
pour compacter, entre guillemets, la chromatine, c'est-à-dire pour inactiver les gènes, qui est beaucoup plus radical que chez les mammifères ou chez la levure ou chez les plantes, puisqu'en fait, la paramécie, elle a deux noyaux. Un qui s'appelle le macronoyau et puis le micronoyau. Alors le macronoyau, lui, comporte toutes les séquences génétiques, mais il n'est pas du tout utilisé. Il sert simplement de réserve d'informations. Et le micronoyau, lui, il comporte toutes les séquences qui vont être exprimées. Donc c'est radical, on a enlevé carrément les séquences inutiles. Eh bien là encore, ce sont des petits ARN qui sélectionnent les séquences qui vont être enlevées du macronoyau pour faire le micronoyau, qui est le micronoyau actif. Oui. Quelles sont la taille minimale pour un micro-ARN qu'on a pu trouver, autour des 70 Non. C'est la taille minimale. Oui, vous avez raison. Je vous remercie tout à l'heure d'avoir posé cette question parce que je ne l'ai pas mentionné. C'est effectivement la taille classique d'un micro-ARN, c'est entre 20 et 30 nucléotides, 25. Autour de 25, 27 nucléotides. Ça, c'est à peu près la taille du premier micro-ARN qui a été mis en évidence. Après, tous les autres petits ARN-là peuvent avoir des tailles différentes, ceux dont je parle. Mais ça reste toujours en dessous de 50-60 nucléotides. C'est vraiment des petites molécules. Enfin, ils sont plus grands que les micros. Non, les micros font partie des petits. Je veux dire, tout ça, c'est une grande super famille de petits ARN, quoi. Oui. Alors, je vous avais dit que les micro-ARN étaient universels, mais je ne vous ai pas mentionné les bactéries. En effet, il n'y a pas de micro-ARN chez les bactéries. Mais par contre, il y a quand même un système de petits ARN aussi. Et c'est ce système CRISPR-Cas9 pour lesquels Emmanuel Charpentier et Jennifer Doudna ont eu le prix Nobel parce qu'elles ont eu l'idée de l'appliquer aux cellules de mammifères. Elles ne l'ont pas découvert du tout, hein, contrairement à ce qui est souvent dit. Elles ne l'ont pas découvert du tout, c'était connu depuis longtemps. Mais elles ont eu l'excellente idée de l'adapter aux mammifères et de l'introduire chez les mammifères. Donc chez les bactéries, là aussi, on a des petits ARN qui vont guider une nucléase en ciblant l'ADN d'envahisseurs. Et les envahisseurs des bactéries sont les phages, donc ce sont les virus de la bactérie. Donc elles ont une réserve de petits ARN comme ça, qui ciblent les différents phages. Et quand le phage arrive, boum, le petit ARN va entraîner la nucléase et l'ADN du phage va être découpé et la bactérie va être protégée. Donc c'est un peu le système immunitaire de la bactérie. Donc même chez les bactéries, vous voyez, les petits ARN jouent un rôle aussi très important. Alors, 2 mots, mais vraiment 2 mots, parce que le monde des petits ARN n'évolue plus trop maintenant. Par contre, il y a un autre monde qui évolue beaucoup, beaucoup. Et c'est ce qui concerne le reste du génome non codant. Les nouvelles technologies de séquençage ont permis de détecter des molécules d'ARN qui sont vraiment très faiblement représentées. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on va attacher ces molécules d'ARN sur un support et puis on va les amplifier. On va les amplifier par le système de PCR dont vous avez probablement entendu parler. Et donc, du coup, une fois qu'ils seront amplifiés, on va pouvoir les séquencer. Donc, à la limite, on séquence molécule par molécule. Et donc, on peut séquencer vraiment quelque chose qui est très peu représenté. Et quand on a pu faire ça, on s'est rendu compte, en fait, que au moins 90% du génome est transcrit. Donc, on a beaucoup d'ARN non codants. Et à côté des petits, il y a les longs. Il y a les longs ARN non codants. Alors, c'est comme un peu Alors, on a vu que les micro-ARN étaient transcrits eux aussi sous forme de précurseurs un peu plus longs. Hein. Le LIN4, c'était déjà 700 nucléotides. Mais il y a beaucoup de longs ARN non codants qui ne comportent absolument pas de micro-ARN, qui ne comportent absolument rien, et qui ont des fonctions par eux-mêmes. Et ça, c'est un monde qui est vraiment en train d'exploser. Alors, ils ont des fonctions dans la régulation de l'expression des gènes, mais ils ont peut-être aussi des fonctions dans d'autres processus. Ils ont peut-être des fonctions par eux-mêmes, parce que l'ARN
est une molécule quand même très noble de la cellule, qui a beaucoup de fonctions. Il y a des ARN qui peuvent, par exemple, induire tout seul, sans aucune protéine, l'épissage de certains ARN. Donc, y a-t-il d'autres fonctions à ces 97% d'ARN non codants? C'est la question qui est beaucoup travaillée maintenant. Voilà, merci pour votre attention. Ça, c'est le jardin du CEA Saclay. Donc, pour vous dire qu'au CEA Saclay, il n'y a pas que de l'énergie atomique. Il y a aussi les oies sauvages qui viennent faire leurs petits-enfants. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des questions pour cette première partie des petits ARN? Est-ce qu'au point de vue de l'évolution, les petits ARN pourraient être à l'origine de la vie? Alors, les petits, je ne crois pas. Mais l'ARN, oui. En tout cas, c'est ce qu'on pense. On pense que c'est l'ARN, effectivement, qui a été la première molécule vivante, c'est-à-dire capable peut-être de se reproduire. Les petits, non, parce que ils n'ont pas d'information, quoi. Donc, ils ne peuvent que réguler autre chose. Oui, on a l'impression qu'on a une fabrique de micro-ARN qui sert aussi à transposer, mais ces micro-ARN sont eux-mêmes commandés par d'autres mécanismes. Oui, est-ce qu'on a une idée de tout le chemin? Alors, je l'ai dit, création? Oui. Donc je l'ai dit, ils sont régulés ils sont fabriqués par RNA polymérase qu'on appelle la RNA polymérase 2, qui est celle qui fabrique les RNA messagers. Donc ils sont régulés, en fait, leur fabrication est régulée de la même manière que celle des gènes codants pour des protéines. Donc par exemple, au cours de la différenciation, la transcription de MIR180 est induite, ça on l'a montré. Pas passé. Mais donc voilà, ils ont les mêmes... On a une partie de la chaîne, mais on n'a pas la complexité. Non, bien sûr. Non, bien sûr. Comment tout ça est articulé? Ah là, avec l'intelligence artificielle, on va sûrement progresser beaucoup. Mais avec l'intelligence humaine, c'est plus compliqué. Allô? Ça marche? Oui, très bien. Donc, j'ai entendu parler d'épigénétique il y a plusieurs années. Et j'ai associé avec M. Lamarck. Oui. Enfin. Bon, c'est pas une erreur. Alors, mais ce que j'aurais aimé... Disons que l'épigénétique peut un peu restaurer les idées de Lamarck, mais enfin, c'est pas tout à fait quand même la même chose. Oui, ce que j'aurais aimé... C'est pas tout à fait la même chose. Oui, ce que j'aurais aimé... non, il y a des siècles quand même qui les séparent. Mais ce que j'aurais aimé de votre part, c'est la distance entre le fixisme de Lamarck et l'épigénétique ici. C'est un peu, la distance est un peu difficile parce là, pour moi, on compare un peu des poires et des bananes parce que l'épigénétique, c'est des processus maintenant qu'on connaît par leur côté moléculaire. Donc, Lamarck, lui, il faisait que constater des phénotypes. Donc, c'est difficile de donner une distance entre ces deux observations, quoi. C'est-à-dire que c'est le vide, enfin, un ravin ou c'est un fossé? Non, alors après, il y a deux choses différentes. Il y a l'épigénétique et il y a la transmission épigénétique. Et il ne faut peut-être pas confondre les deux. Donc l'épigénétique, ça c'est clair. La transmission épigénétique, il y a beaucoup de choses qui sont un peu controversées, même dans les expériences qui sont en cours. Donc, parce que Lamarck, ça serait la transmission épigénétique. La girafe, elle a un long cou parce que... oui, on a pensé que c'était une bêtise, mais voilà. bon... Enfin... ça reste quand même un peu une bêtise. La transmission épigénétique, c'est quelque chose d'assez compliqué. En tout cas, chez les mammifères. Il y a des expériences qui ont été faites
par exemple, on stresse des souris enceintes et on constate que non seulement les bébés vont être stressés, mais les bébés des bébés seront stressés. Et on dit, ah ben voilà, c'est la transmission épigénétique. Bon. En fait, le problème est plus compliqué que ça. Beaucoup de gens pensent que ça c'est faux. Pourquoi ? Parce qu'au moment, et là on retourne au niveau moléculaire, au moment du développement de l'embryon de la souris, il y a une étape où toutes les marques épigénétiques, c'est-à-dire toutes ces marques dont j'ai parlé, c'est-à-dire la méthylation de l'ADN, des protéines, etc., tout ça est enlevé. La chromatine se trouve nue. Donc comment est-ce que ça va être transmis ? Parce que voilà, l'épigénétique, c'est de la chimie. Comment est-ce que ça peut être transmis ? Par ailleurs, on ne tient pas compte du fait que les souris ont une transmission culturelle à leurs enfants. Oh là. Ah mais oui. Ah mais ça c'est sûr, hein. Ça c'est sûr. C'est sûr. Et donc cette transmission culturelle pourrait expliquer pourquoi le stress. De même que toutes ces expériences qui ont été faites, enfin pas toutes les expériences, mais ces observations qui ont été faites sur les petits-enfants de gens qui étaient dans les camps, etc., etc., etc. Mais c'est pareil. Dans la famille, il y avait une transmission de l'angoisse et qui n'avait rien à voir avec l'épigénétique, c'est culturel. Alors après, c'est dans le cerveau et il se passe probablement des choses épigénétiques dans le cerveau, mais c'est pas ce qu'on pense. Et la transmission par les micro-ARN qui sont dans le cytoplasme de l'ovule. Alors, c'est pas il y a tous les ARN qui sont dans le cytoplasme de l'ovule. Hein. Oui. Mais aussi les Alors, micros. Oui, il y a des micros. Qui sont conservés. Oui, tout à fait. Non, mais ça c'est vrai. Ça c'est une possibilité, d'hérédité. effectivement. Mais enfin, de là c'est probablement d'ailleurs ce qui remet en route tout le système. Mais est-ce que ça représente ce qu'il y avait à l'origine sur l'ADN ? Est-ce que... On ne sait pas. Mais c'est une très bonne question. Hein. Oui, j'avais une question en ce qui concerne les ARN qui n'ont pas besoin de protéines ou d'enzymes. Est-ce qu'ils ont donc une capacité catalytique? Ils ont des propriétés catalytiques? Il y a des ARN catalytiques, oui. Il y a des ARN catalytiques, les fameux ARN qui sont capables d'induire l'épissage d'un autre ARN. Il y a des ARN catalytiques, absolument. Oui, mais ce n'est pas fréquent. Mais c'est eux qui n'ont pas besoin d'autres... Voilà. D'être accompagnés des enzymes qui vont faire le travail. Oui, ils n'ont pas besoin. D'accord. Mais c'est rare, hein, c'est des cas particuliers quand même. C'est rare, mais ça a été aussi proposé comme être aussi une fonction à l'origine de la vie. Mais voilà. On pense que c'est les ARN qui sont à l'origine de la vie. Et les ARN enzymatiques. Enzymatiques, absolument. Comment on les appelle? J'ai déjà oublié. Comment on appelle les ARN catalytiques? Les ARN catalytiques, oui. Oui. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur les virus ARN? Les virus ARN. Alors là, non, c'est toi qui vas nous dire quelques mots sur les virus ARN. Moi, les virus, c'est pas trop mon truc. Oui, il y a des virus qui ont l'ARN comme matériel génétique, qui doivent être reverse transcrits. Jusque-là, je sais. Là, je sais. Donc, on va... Mais enfin, tout ça, ils ont quand même besoin... Alors, eux, ils ont vraiment besoin de protéines, hein, parce qu'ils ont besoin de rentrer dans la cellule. Enfin, ça ne rentre pas dans le cadre des ARN catalytiques. Donc, il va falloir qu'on s'habitue de plus en plus à entendre parler des ARN, parce qu'apparemment, c'est vraiment essentiel. C'est essentiel. Non, mais... Tout est essentiel, je veux dire, la régulation au niveau de la transcription, elle est essentielle aussi. Faut pas, elle existe, elle est très importante. Mais à chaque fois qu'on découvre un truc, on dit « Ah, c'est le truc essentiel ». Mais non, c'est une couche qui se rajoute. C'est une couche qui se rajoute. Alors, merci. On va certainement revenir à la fin à la discussion. Et on passe la parole à Claude. On va passer là. Oui. S'il vous plaît. Mais bien sûr. Je vais passer ma souris. Je vais peut-être le faire avec ça.
On y est presque, il faut encore arriver. Et alors il faut faire attention parce que le bouton est très sensible, donc il ne faut pas le toucher. À chaque fois, il passe 2 machins en même temps. Ah, mais pousse-toi, Perçu. Voilà. Et pour passer, c'est là. Pour avancer, c'est là. C'est ça pour avancer. Ouais. Mais doucement, parce que sinon, il en passe 2, 3 Ok, d'un coup. ok. Bon, ben, après cette brillante conférence, ma tâche est rude. Bon, je vais vous parler un peu d'ARN interférent, évidemment, d'un point de vue totalement différent, parce que d'une part, je suis d'abord pharmacien, je suis chimiste et que je m'intéresse quand même aux médicaments. Donc, je voulais simplement vous montrer aujourd'hui comment cette découverte biologique majeure, récente, a débouché sur de l'innovation thérapeutique, puisqu'on compte déjà au moins 7 médicaments qui sont sur le marché, et bon nombre qui sont évidemment en essais cliniques, phase 2 ou phase 3. Donc c'est une découverte importante. Alors je vais peut-être être un peu redondant au début, mais bon, c'était très difficile de... Alors attendez, voilà. Bon, alors je vais répéter, c'est un peu ce qu'a dit Annick en partie, très modestement parce que je ne suis pas biologiste du tout, qu'un ARN interférent donc est un acide ribonucléique simple ou double brin dont l'interférence avec un ARN messager spécifique conduit soit à sa dégradation, soit à la diminution de sa traduction en protéines. Bon, dans la mesure où l'ARN joue un rôle crucial dans l'expression des gènes, l'ARN interférent permet donc de bloquer celle-ci en rendant silencieux tel ou tel gène. Voilà donc les concepts de base pour ces applications. Alors, je m'étais intéressé un peu au sujet parce qu'il y a une expérience qui avait été faite au départ, qui n'a pas été signalée par Annick, mais qui est celle de Jorgensen sur les pétunias. C'est pour ça que j'avais mis, est-ce que cette découverte était liée vraiment à la sérendipité ? Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que la sérendipité, j'ai rappelé que c'est la découverte de quelque chose qu'on ne cherchait pas, mais qu'on a su exploiter. Et je vous signale que bon nombre de médicaments sur le marché sont dus à la sérendipité. On ne le dit pas toujours parce que ce n'est peut-être pas très flatteur, mais c'est quand même, ça prouve quand même que le chercheur a l'esprit éveillé et ne passe pas à côté d'une découverte à laquelle il ne s'attendait pas. Donc il y avait une observation qui avait été faite sur les pétunias et elle a conduit, donc, on le voit maintenant, à la mise à jour de mécanismes très fondamentaux du contrôle de l'expression génique. Ces mécanismes ont été conservés, comme l'a dit Annick, depuis les plantes jusqu'aux hématodes, à la drosophile et aux mammifères. Donc, pour revenir à cette histoire de pétunia, tout démarre en 1990 avec Richard Jorgensen et son équipe de l'Université de l'Arizona. Ils avaient décidé d'augmenter l'activité du gène de la chalcone synthase, qui est une enzyme qui intervient dans la chaîne de production du pigment rouge du pétunia. Donc ils voulaient faire des pétunias encore plus rouges que rouges. Comme aurait dit Coluche, c'est pas plus blanc que blanc, mais presque. Ils ont donc introduit dans ces pétunias une version du gène capable de produire une quantité plus importante d'ARN messager correspondant. Toutefois, au lieu d'obtenir des pétunias de couleur rouge, les fleurs obtenues avaient des pétales blancs et partiellement blancs. Donc vous voyez un petit peu la surprise quand même au bout du compte. Contre toute attente, donc, il semblait que la surexpression du gène avait eu l'effet inverse de celui attendu en inhibant la production de la protéine. Alors c'est bien, ils avaient fait une découverte, ils avaient trouvé quelque chose d'original, mais ils n'ont pas su l'expliquer. Et il faudra attendre, comme l'a souligné Annick, la publication dans Nature d'un article de Fire and Mello sur les découvertes sur les nématodes pour montrer comment il y avait une possibilité d'un nouveau mécanisme d'action au niveau des ARN. Voilà.
Les auteurs fournissaient ainsi à la communauté scientifique une clé moléculaire essentielle permettant de comprendre ces différents éléments contradictoires. Et je rappelle qu'ils ont eu le prix Nobel de médecine en 2006. Alors cette nouvelle classe d'ARN, les petits ARN interférents, bon, on l'a déjà dit, sont constitués en général d'une vingtaine de nucléotides et ils ont pour fonction de réguler négativement le niveau des protéines des cellules eucaryotes en activant leur dégradation, de leur ARN messager ou en bloquant directement leur traduction. Donc il y a tout un monde d'ARN, alors il y a aussi les micro-ARN, enfin tout un monde qui est apparu récemment et qui est donc venu enrichir nos connaissances dans ce domaine. Alors les principaux ARN en médecine, si on parle de la médecine, sont les ARN messagers par exemple, qui servent de patron lors de la fabrication de protéines. Les ARN interférents, dont on va parler un peu plus avant, qui se lient spécifiquement les ARN messagers. Et enfin, il y a aussi une autre classe dont on ne parlerait pas aujourd'hui, qui sont les oligonucléotides antisens, qui sont des fragments d'ARN ou d'ADN synthétiques qui s'associent spécifiquement à des séquences d'ARN messagers pour en modifier la lecture. Vous voyez, donc il y a toute une classe de médicaments, mais ce sont surtout les ARN interférents qui sont arrivés sur le marché. Donc, j'ai intitulé ça des ARN interférents aux ARN interférents thérapeutiques. Alors, les principaux défis pour utiliser une molécule d'ARN en thérapeutique, c'est d'abord d'éviter leur dégradation par des endonucléases ou des exonucléases. Ce sont des molécules extrêmement fragiles. Et deuxièmement, faciliter leur transport sur la cible et leur pénétration au niveau souhaité. Donc il y a deux défis à relever. Et je dois dire que les chimistes ont pas mal œuvré depuis des années, d'une part déjà au niveau des oligonucléotides antisens, mais depuis cette découverte, pour modifier soit les sucres constituants de ces nucléotides, et vous avez en haut à gauche, alors je ne sais pas s'il y a un pointeur, des modifications où l'on remplace, c'est ça? C'est le bout là, oui. Bon, oui, c'est. Donc, des modifications, vous voyez, on remplace une liaison carbone-oxygène par une double liaison. On peut mettre une liaison phosphate. Également, au niveau des backbones, on peut, entre les bases modifiées en introduisant un méthylène, un CH2 supplémentaire. Tout un tas de modifications donc, qui ont été apportées progressivement, s'agissant en même temps de conserver évidemment l'activité souhaitée. Il ne s'agit pas de faire n'importe quoi pour détruire les reconnaissances. Donc c'est tout un travail de chimie assez compliqué qui s'est développé pendant des années et qui a abouti quand même à un certain nombre de résultats. On sait maintenant qu'on peut bloquer l'hydroxyle en deux par un méthyle ou un fluor, il y a des tas d'exemples. Et puis Annick a montré un exemple aussi avec des ponts oxygénés entre différents atomes qui permettent de stabiliser ces molécules. Donc c'est grâce à ces études de stabilisation qu'on a pu progresser dans le domaine du médicament. Sinon, les molécules étaient rapidement dégradées. Alors là, par exemple, vous avez quelques exemples de RNA modifiés où vous voyez des liaisons avec des phosphates entre les hydroxyles, des liaisons ici sur la base, enfin tout un tas de modifications donc, qui ont été apportées. Alors finalement, qu'en est-il de ces classes de médicaments? Eh bien voilà, le premier est apparu en 2018, c'est le Patisaran, qui a été développé donc, par la société Alnilam, qui est une société spécialisée dans le domaine, et qui a été donc homologuée par la FDA en 2018. Elle s'administre sous forme de liposomes, comme je l'ai dit, ce sont des molécules qui sont fragiles, donc nécessitent
un enrobage sous forme de lipides, et pour une meilleure délivrance hépatique, où la transthyrétine est produite. Alors, en fait, ce médicament est indiqué pour le traitement d'adultes atteints de polyneuropathie due à ce qu'on appelle, alors c'est un nom un peu barbare, mais l'amylose héréditaire à transthyrétine, une maladie grave qui affecte en particulier le système nerveux et le cœur. J'étais d'ailleurs surpris en venant regarder sur Internet de voir que cette amylose héréditaire était, selon l'Académie nationale de médecine, la maladie cardiaque numéro 1 pour l'ère de notre 21e siècle. Donc c'est une maladie qui se développe pas mal. Alors les événements indésirables les plus fréquemment rapportés chez le patient sont généralement légers, modérés, et incluent des œdèmes périphériques, des réactions lors de la perfusion. Ce composé est administré par voie intraveineuse. Alors, pour vous éclairer un peu, qu'est-ce que l'amylose à thyrétine? Donc, ce sont des dépôts amyloïdes constitués d'une protéine appelée la transthyrétine. Celle-ci est produite essentiellement par le foie. Elle circule dans le sang, elle transporte l'hormone thyroïdienne et la vitamine A, d'où son nom. Donc, l'amylose à transthyrétine héréditaire est causée par la mutation du gène TTR hérité d'un parent, transmission autosomique dominante. Donc le patisaran va donc agir en provoquant la dégradation catalytique de l'ARN messager de cette TTR dans le foie, ce qui entraîne une diminution du taux sérique de protéines TTR. Voilà donc un premier exemple qui est arrivé sur le marché. Il y a eu ensuite le lumasiran, qui est également développé par Anne Yam, qui est également un petit interférent de synthèse. Donc, comme Annick l'a montré, c'est généralement constitué de deux brins, un brin sens et un brin antisens, mais n'empêche que ça bloque la protéine, le bleu. Donc, c'est sur ce concept que se sont basés les pharmacologues. Donc ce lumasiran bloque l'expression d'un gène qui est HAO1, qui code pour la glycolate oxydase, ou S2-hydroxyacide oxydase. Alors dans le foie, cette oxydase transforme avec une molécule de dioxygène le glycolate en glyoxalate et peroxyde d'hydrogène. En dégradant donc cet ARN messager, on réduit la synthèse de glycolate oxydase et on diminue la production d'oxalate. Alors ce métabolite toxique, lorsqu'il est produit, est responsable d'une hyperoxalurie primitive, une maladie rare, se traduisant généralement par la formation de calculs urinaires d'oxalate de calcium. Alors ce qu'il faut remarquer, on en reparlera plus loin, c'est que l'administration se fait par voie sous-cutanée et elle se fait tous les 3 mois. Donc ce ne sont pas des administrations répétées, parce que les effets sont de longue durée. C'est assez intéressant comme avantage. Le givosiran, c'est encore un petit ARN interférent, comme je l'ai dit, un homoduplex d'acide ribonucléique. Alors vous avez ici par exemple les deux brins qui ont été choisis pour bloquer au niveau de l'ARN messager la formation d'une enzyme qui est l'alasyntase. Cette enzyme catalyse la synthèse de l'acide delta-aminolévulinique, qui est un précurseur de la biosynthèse des porphyrines conduisant à l'hème. Et ce composé a été approuvé par la FDA en 2019 et il est indiqué dans la porphyrie hépatique aiguë, qui est une maladie grave du foie. Et en termes de posologie, vous voyez que la dose recommandée est de 2,5 mg kg 2 fois par mois, toujours par voie sous-cutanée. Alors, ce qui est intéressant, enfin, j'en parlerai peut-être un peu plus loin, c'est que dans ces composés, le brin sens, pour un passager complémentaire du brin antisens, a été lié en position 3' à un brin espaceur sur lequel sont greffées 3 molécules d'acide de galactosamine acétylée. Pourquoi? Parce que cette galactosamine acétylée
joue le rôle de transporteur au niveau hépatique, facilite la pénétration dans le foie, donc via les récepteurs des acétylglycoprotéines. Donc on peut administrer ces composés par voie sous-cutanée, ce qui est beaucoup moins invasif que les administrations classiques. Je reviens un peu en arrière parce que je n'ai pas parlé de celui-là. C'est aussi un ARN interférent, un homoduplex, qui bloque l'expression de la PCSK9. Alors peut-être vous avez entendu parler de cette enzyme. C'est une enzyme qui est surexprimée dans l'hypercholestérolémie familiale. Vous savez, c'est une maladie qui est très, très difficile à soigner. Et il existe actuellement des anticorps monoclonaux, mais également l'inclisiran peut être indiqué pour traiter cette hypercholestérolémie familiale. On l'utilise en général avec une association avec une statine. Alors c'est un peu rubrique, mais bon, encore une molécule. Ça montre l'arrivée sur le marché de toutes ces molécules. Le nédosiran, qui lui traite toujours aussi l'hyperoxalurie primitive, qu'on avait déjà vu avec le lumasiran, mais ici sur une cible différente. Il s'agit donc d'une enzyme hépatique. Donc c'est pour ça que ce sont surtout des traitements de maladies métaboliques qui ont donné lieu à la naissance de ces médicaments. Donc le Rifosa a reçu en 2023 une autorisation de la FDA comme thérapie pédiatrique innovante. Donc ce sont des thérapies qui sont considérées comme vraiment innovantes dans tous ces domaines de maladies relativement rares. Le vutrisiran agit également sur la transthyrétine mutée par dégradation de son ARN messager. Donc toujours pour le traitement, donc par voie sous-cutanée. Il entre en compétition avec l'autre médicament déjà vu pour le traitement de la polyneuropathie causée par l'amylose héréditaire à transthyrétine. Futiziran, voilà, j'ai signalé, c'est le dernier développé. Vous voyez que c'est assez récent puisque l'AMM a été accordée par la FDA le 28 mars 2025. Donc c'est développé toujours par cette société qui est vraiment spécialisée, l'Aldina, mais également en association avec Sanofi Janssen pour le traitement des hémophilies A et B. Là aussi, c'est un ARN interférent constitué de 2 acides ribonucléiques courts. Là, vous avez 21 mères pour le sens et 23 mères pour l'antisens. Donc ce composé, en fait, réduit la production d'antithrombine et vise ainsi à améliorer la production de thrombine et rééquilibrer l'hémostase et prévenir les épisodes hémorragiques chez les personnes atteintes d'hémophilie. Et là aussi, maintenant, je pense que c'est une coutume adoptée par un peu tout le monde. Le brin sens est relié à un brin spaceur à 3 molécules de N-acétyl dégalactosamine qui donc jouent le rôle, comme je l'ai dit, de transporteur au niveau hépatique. Bon, on va arrêter un petit peu ce catalogue. Je dirais qu'il y a encore d'autres ARN interférents en développement, dont les plus avancés sont le téprasiran de Quark Pharmaceutical, licencié par Novartis, pour le traitement préventiel de l'insuffisance préventif de l'insuffisance rénale aiguë, et puis le cosdosiran, développé également par Quark, pour le traitement de certaines formes de glaucome. Vous voyez qu'on commence à s'adresser quand même à des maladies autres qu'hépatiques, autres que métaboliques. Tivasiran également, qui est un traitement de la sécheresse oculaire. Bien que les résultats de phase 3 n'aient pas été totalement satisfaisants, ce composé, de toute façon, a donné quand même des améliorations significatives comparées à un placebo. Alors, Annick a parlé de cancer. Il y a un domaine dans lequel il y a des recherches actives en ce moment, c'est d'utiliser les ARN interférents dans l'immunothérapie des cancers, puisqu'on sait que maintenant que l'inhibition
d'un récepteur PD1 ou de son ligand PDL1 qui supprime l'activité des cancers des lymphocytes T, restaure l'immunothérapie, l'immunologie chez les malades. Donc, il existe d'ailleurs des anticorps monoclonaux comme l'ipilimumab qui est prescrit dans les mélanomes. Donc l'idée est de trouver des ARN interférents qui inhibent ce récepteur ou qui inhibent ce ligand pour intervenir dans l'immunothérapie des cancers. D'autres voies d'administration sont à l'étude. Pour le moment, elles sont toutes en phase 2 ou phase 3 pour éviter soit des voies d'administration directe par perfusion, par des plateformes de perfusion, soit intravitréale, soit intracérébro-ventriculaire, des voies intratrachéales. Toutes ces voies sont à l'étude et pour le moment donnent plus ou moins de résultats. Mais quoi qu'il en soit, donc on voit que ça généralise autour de ces voies d'administration. Alors, les ARN interférents médicaments, quels sont les avantages? Alors, les avantages, c'est que par rapport à d'autres médicaments, les études cliniques sont relativement courtes. Vous voyez que les médicaments sont apparus assez rapidement sur le marché. Que la durée d'action de ces molécules s'exprime souvent en mois et non pas en répétition quotidienne comme les traitements classiques. Les effets sont rapides et il y a, contrairement à ce que certains craignaient déjà avec les vaccins ARN, il n'y a pas d'altération du génome. Ça, c'est un point important pour éviter les fake news. Alors, l'inconvénient de ces thérapeutiques, c'est les prix exorbitants, parce que je vous ai mis quelques prix. 3 500 $ US pour l'inclisiran, le traitement, et 400 000 $ US le lumasiran pour 3 mois de traitement. Donc ce sont des coûts absolument fabuleux et je ne sais pas comment on pourra soigner les malades qui auront vraiment besoin de ces médicaments. Alors on pourra revenir sur l'histoire de ces prix de médicaments, mais c'est fabuleux. Bon, quoi qu'il en soit, un médicament, c'est toujours un médicament, donc ça n'est jamais avec un risque zéro. Donc il y a eu une mortalité inattendue dans le cas du révusiran, 18 morts lors des essais cliniques, ce produit préconisé dans le traitement de l'amylose. Et on ne sait pas pourquoi actuellement il y a eu tous ces morts. Voilà. Voilà. Donc si vous voulez en savoir plus sur ces médicaments, vous pouvez voir une revue qui s'appelle Nature Review Drug Discovery 2024. Et puis pour le RN, indépendamment de la conférence d'Annick, un livre de Patrice Debray qui est extrêmement intéressant sur les messages de l'ARN pour en savoir plus. Et moi, je suis bref, je vous remercie pour votre attention. Excusez-moi pour la voix, mais j'ai un peu de mal aujourd'hui à parler. Merci Claude. Et maintenant, on va poser des questions. Oui, je veux bien qu'on revienne sur le prix. Oui. D'abord, je pense que le prix va diminuer, plus il y aura ça va diminuer, parce qu'on a vu par exemple la fabrication des oligonucléotides pour séquencer. Au début, c'était 1 500 €, et puis maintenant, c'est 30 €. Quoi. La première chose. Et deuxième chose, je pense que toutes ces boîtes, elles intègrent toute la recherche qui a été faite avant. Donc quand même, 80% a été faite dans le public. Mais ils vous expliquent que, ben non, mais avec toute cette recherche, il faut bien faire payer. Parce que le coût de synthèse des siRNA, c'est pas ça, hein. Même dans les conditions GMP, tout ce qu'on veut, Quand on achète un siRNA en labo, on a je ne sais pas combien de milligrammes pour 40 € ou 50 €. On est très très loin du compte. Donc voilà, cette histoire de... Non, mais ça me fait rebondir sur un exemple qu'on avait eu à l'Académie, lorsqu'il y a eu le médicament, le sofosbuvir, pour traiter l'hépatite. C'est un traitement qui est arrivé. On avait reçu le président de Gilead, qui a sorti ce médicament, et
pareil, le prix était fabuleux, des milliers d'euros pour un traitement, un produit chimique simple. Et il nous avait expliqué que oui, c'est vrai que le prix était élevé, mais que les malades, ils prenaient un traitement un mois, ils étaient guéris. Donc ça n'était pas rentable pour eux. Ils préféraient évidemment un malade qui prend de la metformine pendant 20 ou 30 ans. C'était un petit peu le raisonnement. Mais ce que tu dis est vrai, c'est qu'en plus, tous ces produits ont souvent été travaillés dans des laboratoires privés. En plus. Été mis au point dans des laboratoires publics, etc. Tout a été dit. Mais le prix se négociera, oui, le prix se négociera. Bien que ce soit... Bon, il n'y a pas non plus des milliers de malades, mais quand même. Que les quartiers coûtent cher. Ça, je comprends, parce que ça coûte ah oui. cher en labo, je veux dire. Ah oui, oui. Oui. Mais les synthèses maintenant d'ARN et tout ça, oui, c'est même automatisé. Enfin, il y a des... Oui. Mais ces médicaments ont été mis au point en général en Amérique ou de quel... Aux États-Unis principalement. Oui, principalement. Oui, Anilam, c'est eux qui ont pratiquement tout sorti. Sanofi avec Genzyme aussi, mais Genzyme c'est pareil. Ça vient des États-Unis. Et c'est pris en charge par la sécurité sociale en France? Ah non, peut-être pas. Parce que c'est ça le problème, la FDA a approuvé, mais en Europe, qu'est-ce qui se passe? J'ai parlé des agréments par la FDA, mais je n'ai pas ceux de l'EMA. Je ne sais pas. Je sais pas. Et après, la prise en charge par la sécurité sociale, c'est autre chose. Ça se discute. Bon, ce sont des maladies quand même orphelines qui sont traitées. Sauf la maladie, l'amylose qui semble se généraliser. Et puis les hémophilies aussi quand même qui sont plus abondantes. Mais il n'y a pas de... Il n'y a pas de start-up en France qui... Dans mon labo, il y en a. Oui. Sur les siRNA, cancer. C'est long. Bon, la France a été longtemps en tête pour les oligonucléotides antisens aussi. Il y avait quand même... Ah oui, le laboratoire de Claude Hélène. J'étais une grande collaboratrice de Claude Hélène. Oui, pour ça. Les oligoformants. Et longtemps, je dois dire que à l'ANRS, que j'ai fréquenté à un moment donné, qui s'occupait des recherches sur le sida, on avait du mal à faire passer des thématiques. Il y a une branche qui était par Lévy, oui, voilà. qui manageait ça. Il y avait une branche oligonucléotide. Oui. Non, mais d'accord. C'est quand même impressionnant de voir un assez petit nombre quand même encore de médicaments qui soient mis au point, alors qu'en fait ça date d'un peu loin quand même. Ça fait 20 ans, 25 ans. Bon, oui, mais les applications 25 thérapeutiques sont arrivées bien après quand même. Le début. Mais ça a été rapide quand même, ça a été rapide. Je trouvais toute une classe de médicaments et je pense qu'il va y en avoir beaucoup d'autres dans un avenir. Si on améliore les processus de biodisponibilité, je pense qu'on... Et les modes d'administration. Moi, je trouve ça déjà génial que ça soit par voie sous-cutanée. Ah oui, oui. Oui. Pour le foie, c'est vrai que l'injection intraveineuse... Oui. En sous-cutané, oui, les gens qui prennent de l'insuline, ils s'en font tous les jours. Hein. Les sous-cutanés, c'est rien, ça. Alors, j'ai retenu qu'il y avait des applications par rapport aux mutations de P53. Alors, effectivement, non, mais c'est juste que pour montrer que les siRNA peuvent. Je ne veux pas faire plus près. Il ne marche pas, je crois. Allô. Qu'est-ce que je disais du coup? Oui, que les siRNA sont capables de discerner avec un nucléotide de différence, donc une mutation ponctuelle, donc c'est vraiment impressionnant. Après, bon, la P53, justement, cette boîte qui est dans le labo, je pense que plus ou moins, elle était basée sur ces résultats-là, mais je crois qu'elle n'a pas donné grand-chose. Parce que la
P53, quand même, c'est un carrefour capital. D'accord. Oui. Il n'y a pas de questions. En fait, du coup, je croyais qu'on allait parler, je ne sais pas pourquoi, des vaccins ARN. C'est pas des petits ARN, les vaccins. Non, c'est... Si vous voulez les vaccins, il fallait les longs ARN. Oui. Bon, moi je pensais que vous alliez tout traiter, alors donc... bon, Souvent, tu as souvent eu cette confusion hein, de vaccins ARN. Oui. Pardon, 2 questions peut-être un peu naïves, je ne suis pas chercheur. La première, est-ce qu'il y a une chance de trouver quelque chose dans le domaine des fibroses, non pas des amyloses, mais des fibroses, notamment pulmonaires? Et la deuxième question, puisque Madame a posé les ARN, est-ce que les ARN des vaccins, ils ne rentrent pas non plus dans l'ADN? Les ARN messagers, comme vous parliez de fake news, pour les petits ARN, les longs ARN non plus. C'est ce qui me semble, mais bon. Bien sûr, mais les fake news sont tellement violentes. Non, mais je ne saurais pas répondre. La fibrose, je ne sais pas. Il y a la mise au point dans laquelle il cite un certain nombre de pathologies, mais personnellement, je ne sais pas. Une question aussi pour savoir quel est le nombre minimal des bases pour que l'appareillement entre les deux brins soit stable. Parce qu'on sait que chaque paire, il y a formation de paires de bases, il y a 1,5 kilocalories par mol. Il faut au minimum combien de bases pour que le complexe soit stable? Ça dépend des conditions déjà. Dans les conditions des cellules. Des cellules, des pH, des températures, des choses comme ça. Ah, parce qu'en plus, c'est dans le noyau que ça se passe. Ça dépend des petits ARN. Ah. Les petits ARN, c'est le cytoplasme. Mais je pense que une quinzaine, je crois qu'on a Il y avait des exemples, c'est 17, 19. Voilà, entre 15 et 17, 19. Dans les conditions des cellules. Oui, donc des ARN plus petits que 15 ou 17, il n'y en a pas. On n'en connaît pas. Voilà. Donc ça colle bien parce que s'il serait trop petit, il ne serait pas donc stable, la formation du complexe. D'accord, merci. Bon, en tout cas, c'est quand même, apparemment, vous êtes très positif par rapport à ces nouveaux médicaments. Vous pensez que c'est vraiment une mine très... Ça permet de faire vraiment... Pour moi, ça permet de faire vraiment des thérapies ciblées. C'est-à-dire que, par exemple, dans le cas de la P53, on va cibler la cellule cancéreuse qui est la seule à exprimer la forme mutée et pas la cellule normale. Donc oui, pour moi... Oui, ça c'est vraiment le truc personnalisé, quoi. Une question peut-être un petit peu naïve. Les bébés bulles, est-ce qu'ils sont soignés par ce type de thérapie? Pardon, les bébés bulles. Non, parce que les bébés bulles, il leur manque quelque chose. Donc on leur rajoute quelque chose. C'est la thérapie génique, là, pour le coup. On lui rajoute. Du coup, moi, j'avais une question. J'ai compris qu'il y a un mode d'administration pour les médicaments dans les thérapies géniques. Est-ce qu'on peut imaginer, peut-être à l'échelle de 2-3 décennies, un mode d'administration qui serait différent en prenant des cachets, par exemple, ou c'est totalement inconcevable? C'est un mode science-fiction, différent. Pour le moment, ça me paraît difficile parce qu'on va faire quelque chose qui résiste à l'estomac. C'est quand même des molécules fragiles, donc peuvent résister à l'estomac. Bon, sous-cutané, c'est pas... Franchement, sous-cutané, je pense que c'est un énorme progrès.
Oui, bien sûr, bien sûr. Mais comme c'est le mode d'administration de beaucoup de médicaments, on peut se dire que peut-être dans 100 ans... Ouais. Bah, on est revenu, ça avait été administré sous forme de liposome, mais bon, c'est un peu plus compliqué, quoi. Il faut l'enrober, enfin, c'est... Hein? Oui. Non, je pense que pour le moment, bon, subcutané, c'est quand même relativement simple. Parce que c'est vrai que la voie digestive, c'est pas bon pour les médicaments. Même les comprimés, souvent, ils sont enrobés parce qu'ils sont délités après le passage. Bon, j'avais une autre question encore, justement à propos de la périodicité d'administration et de la fragilité de ces RNA. Comment est-ce que ça tient le coup si on le donne une fois tous les 6 mois? Il semble que ça risque d'être détruit avant même d'être actif. La périodicité de l'administration, ça dépend des médicaments, mais c'est généralement par mois. C'est administré Oui, une fois oui, par mais mois. Et si c'est plus long, il y a des risques de dégradation? relié au fait que les RNA sont très instables. Instabilité du RNA? Ah, d'accord. Ils sont assez stables. Il y a des molécules qui le stabilisent, d'accord. La preuve, c'est qu'ils agissent quand même pendant longtemps. Sinon, ils seraient tout de suite dégradés. Il n'y a plus de questions. Bon, ben, alors. Je peux rester assise. Voilà, ben, je vous remercie à tous les deux. C'était très intéressant. Ça demande peut-être encore beaucoup de travail, mais c'est déjà super ce qui a été fait les 20 dernières années. Oui, là, dans ce sujet. On connaissait depuis longtemps les petits RNA, mais c'était différent. Voilà. Ouais, je vous remercie infiniment. Merci.